Bonsoir à tous. Je suis content que vous soyez là nombreux. C'est une fête. Et les fêtes, les meilleures fêtes sont celles aussi qui ont fait marcher son cerveau. On réfléchit, on discute, on fait de la politique, parce que la politique, c'est la vie, c'est l'action. C'est la seule façon de transformer ce qui va mal dans nos sociétés et que nous, humains, on puisse y vivre mieux. Et là, l'actualité, avant moi, vous l'avez évoqué, évidemment, est dure. Je veux parler en premier, évidemment, du jeune, de Clément Méric, qui est mort pour ses idées, dans une poignée de petits nazis. Ces petits nazis-là paraissent pas aujourd'hui dangereux. Ils ne semblent rien du tout. C'est des petites bandes d'excités, au cerveau ravagé. Mais, quand ça va mal, ces petites bandes progressent, et peuvent devenir, elles, très dangereuses. Parce qu'ils se vanteront dans leur coin, ils diront d'abord qu'ils ont fait ça, puis ils se vanteront après de l'avoir fait, et ils essaieront d'avoir des élus du même genre. Vous savez que la bande en Grèce, qui fait aujourd'hui Aube Dorée, et qui atteint des pourcentages très importants du point de vue électoral, elle n'a pas commencé autrement. Ils étaient des folklos qui faisaient des petits saluts nazis dont tout le monde se moquait, et ils adressaient des immigrés un par un dans les rues en disant « retourne chez toi ». Et puis de bagarre en bagarre, ils ont dépassé les 10, les 15, les 16, les 20%, et c'est une menace pour le peuple grec aujourd'hui, parce que c'est suscité par la politique de la Troïka européenne, du FMI, de la Banque Centrale Européenne et de Mme Merkel. Et hier, j'étais au rassemblement Place Saint-Michel, où il y avait toute la gauche unie, le parti gauche, le parti communiste, les organisations syndicales étaient là. J'étais là aussi, au petit bureau national, il y avait des gens qui disputaient, ouais, mais qu'est-ce que vous faites? Vous savez, quand il y a des menaces de petits nazis comme ça, si on n'est pas unis, on est mort d'avance. Ils ne font pas la différence entre les communistes, le parti de gauche et les socialistes. Et donc, il ne faut pas faire de différence entre nous quand il s'agit de les combattre. Il faut, nous, être unis. Et il y avait qui me disaient, ouais, mais c'est nous qui l'ont frappé, l'ami était anarchiste, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il était, je sais qu'il était un militant, et je sais qu'il était des nôtres. Mais je sais une chose, c'est que nous-mêmes, socialistes, nous avons perdu 77 jeunes qui ont été assassinés, et 151 qui ont été blessés il y a à peine 2 ans, en Norvège. Avec un assassin qui s'appelait Breivik, qui était un de ces petits nazis, fous dans leur tête, et qui a tué une belle partie de la jeunesse socialiste des pays scandinaves et d'Europe en cette circonstance, et qu'on ne peut pas oublier. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais Clément c'est un des nôtres, comme les jeunes socialistes en Norvège étaient des nôtres. Et on ne doit pas faire la différence, parce que les Breivik, c'est ceux aussi qui agissaient avant-hier soir à Paris. Et donc ils sont partout, nous soyons unis partout, en face d'eux, et vigilants dès la première chose. Je sais qu'il y a eu des rassemblements dans toute la France, il y en aura d'autres au moment des obstacles, etc. C'est un travail militant qu'il faut qu'on fasse tous, il ne faut pas sous-estimer, de défendre la mémoire de ce jeune. Vous avez vu sa tête à 18 ans, c'était un bambin, il pouvait vivre, il avait tout l'avenir devant lui, c'était un militant de gauche si précieux, avec des valeurs de solidarité, qui avait une culture dans sa tête déjà, pour lutter contre la bête immonde à pour revenir. Et donc il faut être en phase avec ça, nous socialistes. C'est un des nôtres, comme les 77 jeunes qui ont été assassinés en Norvège, étaient évidemment des nôtres. Et c'est la même chose, la même histoire et le même compte. Deuxième chose que je voulais dire, évidemment, c'est le décès de Pierre Mauroy ce matin. Pour moi, je suis un admirateur de loin de Pierre Mauroy, mais je l'ai approché quand même sur le tard. Et je me souviens de 2 choses. C'est quand il avait dit, on était en 2002, dans une campagne qu'hélas nous avons perdu dramatiquement, comme vous le savez tous et toutes, et on était 2 mois vers le mois de mars, avant le 21 avril 2002. Et moi j'intervenais avec ma petite voix pour dire il faut parler des salariés, parler des travailleurs, il faut parler plus, il faut expliquer comment ils vivent. J'essaie de dire même à l'époque que les 35 heures, elles avaient été mises en place réellement le 30 janvier 2002 pour 10 millions de salariés sur 20. Et qu'on ne faisait pas dans la campagne électorale assez de place aux 35 heures pour intéresser nos électeurs et l'ensemble du salariat de ce pays. Je disais ça, mais ma petite voix n'était pas entendue, jusqu'à ce que Pierre Mauroy dise « Mais enfin, quand même, on ne parle pas assez des travailleurs dans cette campagne. » Il parlait comme ça, on ne parle pas assez des travailleurs dans cette campagne. Et bien ça a été retenu. Et je me rappelle bien parce qu'il me regardait, il était assis en face de moi, il me regardait fixement.
quand il parlait comme ça, parce qu'il savait qu'il reprenait ce que j'avais dit, mais il reprenait en lui donnant une ampleur beaucoup plus forte. Le deuxième souvenir que j'ai de lui, mais je vais en parler un peu plus longtemps après, c'est quand il avait dit, on était en 2003, toujours au Bureau National, et il y avait la discussion sur les retraites, première réforme Fillon, et il avait levé les bras comme ça aussi, comme toujours. Il a dit, bah, on va quand même pas laisser toucher la retraite à 60 ans. Mais c'est les socialistes, la retraite à 60 ans. C'est nous. On va pas laisser toucher à la retraite à 60 ans. Ça me fait chaud au cœur de parler de ça le jour de sa disparition. Parce que moi, je veux toujours pas qu'on touche à la retraite à 60 ans, aujourd'hui. Je veux pas qu'on la fasse reculer d'un an ou d'un euro. Pas un an de plus, c'est pas un euro de moins. On peut, je vais essayer de le dire, se payer nos retraites. Comme on peut reprendre les entreprises avant qu'elles ne disparaissent. On dit, ouais, toujours, ouais, mais c'est la crise. Alors la crise, on l'entend partout. La crise, on ne peut pas faire trop, on a sous-estimé la crise est plus dure, la finance est plus forte. En sommes-nous tout à fait sûrs? En sommes-nous tout à fait sûrs? Parce que l'affaire Cahuzac, elle a révélé quoi? Une chose que tout le monde sait. C'est qu'il y a une fraude fiscale. 500, écoutez-moi bien, 590 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. Ce chiffre n'est discuté par personne. Il a fait l'objet de plusieurs livres, de plusieurs études, de déclarations, etc. 590 milliards. Les gens ont même du mal à comprendre ce que c'est. C'est 2 fois le budget d'État. Ce ne sont pas des avoirs étrangers, des avoirs français dans les paradis fiscaux, dont 108 milliards en Suisse. Et la fraude, tout le monde, hein, écoutez Bernard Cazeneuve, le ministre du budget actuel, le dire au Bureau national il y a 15 jours, la fraude fiscale estimée, mais non, estimée, parce que est entre 60 et 80 milliards. Attendez, si on en reprend la moitié, on n'a pas de problème de retraite, on n'a pas de problème d'hôpital, on peut recruter plus dans les écoles et on va élargir les services publics. Si on ne la reprend pas, évidemment, on est obligé de faire des économies, surtout d'en serrer les vis, de ne pas recruter de fonctionnaires et de ne pas monter les salaires. Et même peut-être de toucher aux retraites. C'est pas n'importe quel enjeu, cette histoire de fraude fiscale. C'est au cœur du problème qui est le nôtre. 590 milliards, 108 milliards en Suisse et 60 milliards estimés de fraude fiscale. C'est là qu'il faut donner la priorité. Et moi, je suis pour que... Alors, vous allez voir, il y a une loi. Je suis très content dans le malheur qu'a été le nôtre d'avoir cet homme, quand même, c'est pas n'importe qui. Il était le chef du budget, il fraudait le budget. Il avait des pancartes comme ça pour lutter contre la fraude fiscale, et lui, il était un fraudeur fiscal. Il a accepté d'être nommé par un président qui disait la délinquance financière, on la rattrapera. Et il faisait semblant de rattraper la fraude financière. Et les gens, ils m'ont dit oui, mais il était quand même un bon ministre. On a dit oui. Il n'y a pas de docteur Jekyll et de docteur Hyde. Hein. Il était le même homme dans les deux cas, et il n'avait donc aucune envie de lutter contre la fraude fiscale, même s'il l'affichait. C'est ça qui est le plus choquant, il mentait. Moi, je veux qu'on fixe des objectifs. En matière de lutte contre la fraude fiscale, on dit l'année prochaine, le premier mois, on rattrapera 2 milliards, au bout de 6 mois, on aura rattrapé 10 milliards, et il faut embaucher les inspecteurs des impôts nécessaires pour le faire. Et il faut lutter pour défendre l'impôt, parce que je vois la droite qui dit trop d'impôts, tu l'impôt, ouais, mon œil. Parce que Sarkozy a fait 110 milliards de cadeaux fiscaux par an, pendant 5 ans. Et nous, pour l'instant, on en a repris que 35. Il y a de la marge. On ne va pas se défendre qu'il y ait trop d'impôts. Les riches, les sociétés du CAC 40, elles payent 8% d'impôts. Allez chercher de Marjorie, le chef de Total, il va vous dire qu'il ne paye pas parce que son activité est extérieure. Ah oui? Mais cherchez les actionnaires, vous verrez les actionnaires français, vous verrez les richesses françaises. On nous dit pour rembourser la dette, il n'y a pas de sous. Mais si, on a des sous. La France n'a jamais été aussi riche. La France n'a jamais été aussi riche. 271 milliards pour les 500 premières familles. Presque autant, la moitié des avoirs dans les paradis fiscaux, et presque autant, encore une fois, que le budget de l'État, 271 milliards. Le CAC 40, l'année dernière, c'est 86 milliards de bénéfices. Alors on va me dire, ouais, c'est normal, il faut qu'il fasse des bénéfices. Bien sûr, c'est normal, il faut qu'il fasse des bénéfices. Mais pas qu'il distribue 37 milliards de dividendes. Parce que les dividendes, ça c'est pas d'investir, les gens ne savent pas toujours, et les dividendes, ça va peut-être nous aider dans ma boîte.
Mais ça n'aide pas du tout dans la boîte. Les dividendes, ça va dans les paradis fiscaux, dans les caves à subprime, dans les îles Caïmans, et ça spécule pour faire fermer la boîte. C'est-à-dire que leur jeu, c'est pas de faire de l'emploi, c'est de casser de l'emploi pour augmenter la marge. Ils appellent ça industrie financière. C'est l'industrie qui ne produit rien. Elle fait de l'argent sur de l'argent, sur de l'argent, sur de l'argent. Et quand il n'y a pas assez de marge dans l'entreprise, on la ferme. Parce qu'il faut 15%, si ce n'est pas 15%, on le ferme. Ils ne veulent pas accepter 5%, 7-8%, ça existait pendant des années pourtant. Et ils ferment. C'est de l'argent nuisible. C'est pas du bon argent. C'est de l'argent destructeur. C'est une bulle financière qui, comme une tornade, ravage nos économies. Qui ravage nos entreprises. Et on laisse faire sans les taxer. On ne peut pas, on ne voit pas. Il faut les taxer. C'est ça aussi la leçon de l'affaire Cahuzac. Puisque ça a été un choc, c'est vrai, vous avez raison de le dire. Moi j'ai vu les gens, hein. Alors j'ai cherché parce que j'étais un des... Moi j'ai réagi à chaud, j'ai dit ce que je pensais, et après j'ai cherché qu'est-ce qui avait le plus titillé. Alors les radios et les télés, ils me coupaient, ils disaient seulement, ils défendent les socialistes, un socialiste indigné. Évidemment c'était important. Mais ils coupaient la petite phrase où j'avais dit, ah oui, mais il ne faut pas s'en prendre aux allocations familiales et aux petites retraites pour aller chercher l'argent là où il est. Ça, ils coupaient. Ou quand ils disaient, il faut 2000 inspecteurs des impôts, là, ils coupaient. Or, c'est une bonne réponse, c'est qu'il faut 2000 inspecteurs des impôts et pas toucher aux retraites. Et aller chercher l'argent là où il est. L'argent existe, la France n'a jamais été aussi riche. La France n'a jamais été aussi riche. Et les richesses aussi mal redistribuées. C'est ça le problème. C'est que vous n'en avez pas votre part. Quand je dis la France est riche, c'est pas vous, c'est eux. Quand ils nous font rembourser la dette. Quand ma petite fille est née, elle s'appelle Judith, je vous en fais pas. J'ai été écouter la radio, je ne sais pas qui vous écoutez comme radio le matin, moi c'est France Inter, c'est Torvin, c'est Dominique Seux. Je suis en colère généralement des Mongols de café roulé, tout ça. Le gars, il vous dit tous les matins, faut baisser le coût du travail, faut travailler plus, gagner moins, serrer la ceinture, on dépense trop. Et le jour où ma petite fille est née, c'était 7h, on me dit ça s'est bien passé à l'hôpital, tout ça, parfait. Je tourne mon bouton de radio, un peu guiré, et j'entends la voix du gars qui dit « Chaque enfant qui naît avec 25 000 € de dette sur la tête. » J'étais pas content. Parce que c'est un gros mensonge, bien sûr. Bien sûr que c'est un gros mensonge, c'est une manipulation des esprits. On vous dit la dette, si vous ne la payez pas, vos petits-enfants la paieront. Mais écoutez, il y a des enfants de ceux qui possèdent la dette, il y a les enfants de ceux auxquels on demande de rembourser la dette, c'est pas les mêmes. Ma petite fille, je savais bien qu'elle était dans la deuxième catégorie, pas dans la première. Et c'est pas vrai que la dette se partage entre nous. Il y a 17% d'épargne en France. C'est le pays qui a le plus fort taux d'épargne, tiens, avec le Japon, où est actuellement François Hollande, enfin il doit être en train de revenir. Alors, le plus fort taux d'épargne. Donc il y a des gens qui ont la dette, ils la possèdent eux. Et nous on dit serrez-vous la ceinture pour la rembourser. Quand on vous dit serrez-vous la ceinture pour la rembourser, ça veut dire qu'on va prendre aux plus démunis, aux salariés, à ceux qui travaillent. On va prendre sur leur salaire pour rembourser ceux qui n'en ont pas besoin. Ah, on dit attention Gérard, tu vas loin. Parce que tu vas nous dire bientôt qu'il ne faut pas rembourser la dette comme ça, bon c'est pas possible. Alors, Dominique Seux, c'est quelqu'un qui vous dit tous les matins, un État, c'est comme un ménage, ça ne peut pas dépenser plus que ça gagne. Bon, c'est pas vrai, bien sûr. Alors les gens le croient, parce qu'eux, ils savent bien qu'eux seuls, un ménage, ne peuvent pas. Mais ils un État, c'est pareil. Ben non, un État, c'est pas pareil. Un État, il doit avoir des dettes. Des bonnes dettes. Pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les routes, pour les services publics, pour l'assistance sociale de toutes sortes. Il doit avoir des dettes. C'est comme ça que ça marche, une économie. Il y a un pays en Europe qui a appliqué la règle d'or avant que Mme Merkel nous l'impose. C'est le Portugal, pendant 40 ans, entre 1934 et 1974. Il était dirigé par Salazar, qui ne voulait pas qu'il manque un escudo à la fin de l'année par rapport à ceux qui étaient rentrés. Et en faisant la règle d'or pendant 40 ans, il a fait de son pays le plus pauvre d'Europe. Il ne faut surtout pas le limiter. Il faut impulser, il faut dépenser, il faut y aller. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Alors, il en dit, attends, tu veux dépenser alors? En plus, tu veux dépenser, tu ne veux pas rembourser la dette. Alors là, ça devient grave. Les gens ne comprennent plus. On ne va pas rembourser la dette et tu veux dépenser. Oui. Oui. Parce que vous savez ce qui se passe en ce moment? C'est que ça fait 3 ans qu'on réduit les déficits. Tout Sarkozy, il était élevé. Hein. C'était monté à 7-5 points par an. Ensuite, ils sont descendus quand il est parti à 4-8. On est descendu à
5, 3, 4, 8, et maintenant on essaie 3, 9. Voilà, 5, 3, 4, 8, 3, 9. Réduction des déficits. 3 ans qu'on fait ça. Et pendant ce temps-là, la dette augmente. Elle est passée de 86 à 90. Donc en pratique, quand on rembourse la dette augmente. Excusez-moi, mais la dette, c'est les faits, c'est pas moi qui invente. Les gens disent, mais c'est pas possible, tu débloques. Philoche, il dit, si on rembourse la dette, ça la fait augmenter. Bah oui. Ah, je vais pas vous faire le ménage, bien sûr, je vais vous faire aller. Le commerçant qui est pris à la gorge par sa banque. Alors, elle lui dit, rembourse. Alors, il donne la priorité au remboursement de la banque. Et puis pendant ça, il ne peut plus acheter de marchandises. Alors, il y a de moins en moins de choses dans son magasin. Il a un chiffre d'affaires de plus en plus bas. Donc il gagne de moins en moins de ce côté-là, bah donc sa dette s'accroît. C'est ce qui nous arrive. C'est-à-dire si on donne la priorité à rembourser les banques, l'économie tourne de moins en moins bien, donc on n'a plus de rentrée fiscale, donc ça, les caisses, les recettes baissent, et donc on ne peut pas faire face parce que la dette augmente sans arrêt. Et alors ils disent, les banquiers, ils vous disent, mais attention, votre dette se pose, on va augmenter les taux. Ils sont gonflés quand même. Alors, on a des difficultés parce qu'on les rembourse, et quand on les rembourse, ils disent, ça va mal pour vous, je vous augmente plus. Vous connaissez l'histoire de la grenouille et du scorpion? Connu, hein? Ils sont au bord de la rivière, la grenouille et le scorpion. Alors la grenouille, le scorpion dit à la grenouille, est-ce que tu veux me prendre sur ton dos pour traverser la rivière? La grenouille dit non, pas question, parce que tu vas me piquer, je te connais, ça va mal aller. Et le scorpion dit mais non, raisonne. Si je monte sur ton dos, je ne sais pas nager. Si je te pique, je meurs, donc je n'ai pas intérêt. Donc en fait, tu ne risques rien. Nous, il faudrait savoir par le raisonnement, elle prend le scorpion sur son dos, elle commence à traverser la rivière, et au milieu de la rivière, le scorpion la pique. Alors, avant de mourir, la grenouille lui dit mais qu'est-ce que tu fais? C'est terrible, mais tu vas mourir, pourquoi tu fais ça? Et le scorpion lui dit c'est plus fort que moi, c'est dans ma nature. Mais c'est l'histoire des États et des banques. Les États ont donné des dizaines de milliards en 2009, 2010, centaines de milliards, et même on peut dire milliers à l'échelle planétaire, aux banques qui étaient en train de s'effondrer. Et les banques disent aux États, maintenant vous êtes à découvert. Alors je ne vous prête plus qu'avec des taux d'intérêt élevés. Et alors comme on paye, les taux d'intérêt s'élèvent, le déficit s'élève, et tout l'argent est transféré siphonné de vos salaires aux banques. Et c'est un cycle infernal. Alors, pour ça, je dis qu'il faut faire autre chose. Il faut dépenser plus et rembourser moins. Voilà, puis, ça y est, Piloche, et là, il est complètement fou, il va contre l'avis de tous les économistes de ce pays. Ben non, on a fait ça, nous, déjà, la France. En 1945, on avait 290% de dette par rapport au produit intérieur brut. 290 points. Alors, il fallait se serrer la ceinture. Non, on a dépensé plus. On a fait les retraites, la sécu, on a reconstruit, on a investi, on a fait les comités d'entreprise, etc. En 1946, 47, 48, l'économie est repartie et la dette s'est estompée. Si vous donnez la priorité au remboursement de la dette augmente. Si vous donnez la priorité au développement de l'économie, la dette baissera. Mais c'est un choix que Bruxelles ne veut pas que nous fassions. Ben oui, ils ne sont pas élus. On n'est pas voté pour eux, comme des citoyens. Il y a des gens qui viennent là-haut, alors je ne sais pas, on dit, parle de la commission, ouais, la commission. Parle de Barroso, ouais, Barroso. Parle de Merkel, ouais, Merkel. On parle volontiers de tous ces gens-là, en tout cas, ce n'est pas nos élus, hein. On n'a pas voté pour eux. Et ils décident pour nous, ils disent, attendez, il faut que vous touchiez les retraites avant l'année prochaine. Nos retraites, il faut y toucher. Il faut que vous bloquiez les salaires, que vous réformiez le droit du travail avant l'année prochaine. Notre droit du travail, je croyais qu'il était dit au niveau européen qu'il n'était pas impossible de l'harmoniser, que c'était même interdit. Ah oui, mais il faut que vous fassiez une réforme. Ils nous donnent des ordres. Ils ne sont pas élus. Et ils nous donnent des ordres. Vous avez vu la façon dont François Hollande a dit vous n'avez pas à nous dicter notre conduite? Je suis pour qu'on n'obéisse pas à ces ordres, qui ne nous dictent pas notre conduite. Je suis pour qu'on ne touche pas à nos retraites. Je suis pour qu'on fasse des choix qui permettent d'augmenter les salaires. Je suis pour qu'on venait chercher la fraude fiscale en priorité. Je suis pour que le choc qu'a Cahuzac serve à faire prendre... D'ailleurs, c'est pas dur. En fait, ça fait prendre conscience à tout le monde qu'on pouvait corriger la trajectoire.
qu'on n'était pas obligé de répondre seulement aux demandes des banques et aux exigences de la dette. Et alors si vous avez une hésitation sur mes propos, ce qui est légitime, il y a quand même un peu... Non, je suis un socialiste modéré. Moi, je suis social-démocrate, je vous le dis, cher Camille. Je suis social-démocrate, je suis socialiste et social-démocrate. Et je suis un socialiste modéré. Je défends les promesses de François Hollande. Et je pense qu'on peut les réaliser. Et que ce que je suis en train de vous dire sur la dette et sur l'économie, non seulement c'est vrai, mais depuis 2 jours, si vous voulez bien lire, vous allez voir que la preuve de ce que je dis est faite mondialement, internationalement, de façon cruelle et de façon brutale. Le FMI, le Fonds monétaire international, avant-hier, a fait une autocritique totale sur la politique qu'il a imposée aux Grecs depuis 2009. Il avait imposé qu'ils remboursent la dette. Vous savez ce qui est arrivé en Grèce? L'exigence de remboursement de la dette a saigné le peuple grec. Totalement saigné. D'où venait leur dette? C'était une dette indigne. Indigne. Elle venait de 4 sources. La dette des colonels. Vous savez, la dictature des colonels depuis 1767 et 1974, ils avaient multiplié par 4 fois la dette grecque. En 1975, quand ils sont tombés, la haute classe dominante grecque, l'oligarchie, comme on dit, les armateurs, ont négocié avec les étudiants, les syndicats, qu'il y ait une nouvelle constitution à condition que eux soient exemptés d'impôts. Et aussi l'Église orthodoxe, l'époque, qui sont la première puissance foncière du pays. D'accord? Et donc il y a une constitution depuis 1975 qui exempte les riches grecs de payer des impôts. Alors ici, il y a vous voyez TF1 le soir, qui vous fait de luxe aussi, hein, mais TF1 qui vous dit, regardez, les Grecs ne sont pas rigolos, ils ne payent pas leurs impôts. Enfin, vous seriez dans un pays où tous ceux qui sont riches sont dispensés de payer l'impôt. Vous auriez envie de le faire? Bien sûr que non. Moi, je suis du côté des Grecs qui ne payent pas leurs impôts, donc les armateurs et les peuples ne les payent pas. La troisième source de la dette grecque, elle est inconnue. C'est parce qu'il y a toujours des militaristes là-bas qui croient qu'il y a un conflit avec la Turquie. Ils ont acheté, sous la droite, 4 sous-marins. 1,2 milliard la bête. À qui? À ThyssenKrupp, en Allemagne, à Madame Merkel, qui est talonnée par ThyssenKrupp, qui dit payer les sous-marins. Et quand on dit qu'il y a de la corruption en Grèce, c'est des méchants propos qui sont tenus sur tous les médias. La corruption du côté allemand. Il y a un procès en Bavière depuis 4 ans pour des rétrocommissions de 400 millions d'euros, comme il y en a eu sur Karachi, sur les sous-marins français et d'autres choses, qui est du côté allemand à propos des sous-marins grecs. C'est la 3e source de la dette grecque. Et la 4e source, c'est les Jeux Olympiques. Il faut comprendre que nos propres bétonneurs, les Bouygues, les Vinci et tout ça, ont multiplié par 10 le devis pour les Jeux Olympiques d'Athènes de 2004. Et quand vous avez les 4 sources, vous aviez une dette qui était de 100 points par rapport au PIB. 100 points. Ils vont décider que la dette était intenable, qu'il fallait que les Grecs la remboursent. 100 points. Rappelez-vous qu'on est à 90. 100 points. Rappelez-vous que les États-Unis sont à plus de 100 points. Et d'un seul coup, ils ont pris les Grecs pour cible, et ils ont dit remboursez. Et ils leur ont imposé 11 plans d'austérité. 11 plans d'austérité. Ils ont fait vendre 30 entreprises. Parmi les meilleurs, y compris le port, le célèbre, le Pirée, l'ose, l'électricité, tout. Ils ont fait casser les conventions collectives. Le contrat, pas la loi, le contrat. Ils ont diminué le SMIC 2 fois. Il est passé de 750 € à 584 € et l'été dernier à 484 €. Baisse draconienne du SMIC. Les consultations pour se soigner sont à 120 €. Nous avons maintenant un taux de chômage qui est autour de 32%. Et 60% de chômeurs chez les jeunes grecs. Et en Allemagne, il y avait une campagne de la droite qui disait payer davantage. En gros, ils étaient des feignants, du genre, ils dansaient dans les îles en buvant du sirtaki. Et la presse allemande disait vendez des îles. Et elle disait, vendez l'Acropole. Parce qu'il y a des gens pour dire, et on vous le dira un jour si nous cédons à cette logique, vendez la Tour Eiffel, vendez le Louvre.
Parce que la puissance financière n'a jamais de limite. François Hollande avait raison de dire « la finance c'est notre ennemi ». Il avait raison de dire « il ne faut pas lui céder ». Parce qu'au grec, elle a tout pris. Et vous avez des gens qui se suicident, des maladies qui se développent, c'est comme un nuage de sauterelles qui s'abat sur une moisson en Grèce. Maintenant, les grandes compagnies font payer plus cher le voyage là-bas alors qu'on penserait que les prix auraient pu baisser. Et donc ce pays a été exsangue par une politique criminelle de la Troïka, de Madame Merkel. Ah, vous me direz, mais tu t'énerves, Gérard, tu vas trop à gauche, tu es en train d'attaquer trop la direction de l'Europe, tu es en train d'attaquer trop le FMI, la Banque Centrale Européenne. Non, non. Je dis ce que le FMI dit depuis 2 jours. Le FMI dit, nous avons fait une erreur. Et l'erreur, ça a consisté d'abord à se tromper sur les paramètres. Vous savez, ces économistes à la noix qui vous donnent des leçons tous les matins sur les postes de radio, avec un ton assuré, autoritaire, indiscutable. L'économie, c'est l'économie, vous y pouvez rien. Tous ces économistes, ils avaient calculé pour le FMI que quand vous aviez plus de 90% de dette par rapport au PIB, eh ben, l'économie ne marchait plus, elle partait en récession. Et puis là, il y a 2 mois, ils ont fait les calculs, ils se sont dit, oh, c'est trompé sur les calculs. Alors ils ont exigé tout ça de la Grèce, sans être élus. Pour rien. Alors ils ont commencé à dire rembourser. Et là, ils viennent de dire non, il aurait fallu restructurer la dette depuis le début et ne pas chercher à la rembourser. J'ai dit donc, j'avais raison là. Il ne faut pas se laisser prendre par le mécanisme de la dette. Il ne faut pas y mettre le doigt, puis le bras, puis etc. Et il ne faut pas calculer les déficits budgétaires. Allez, cette année, on va faire une économie de 0,25 de moins. Alors, on va prendre 1,5 million sur le budget de l'État, on va prendre 1,2 milliard sur les collectivités, et on va faire des économies sur les retraites. Bon, moi, ça me semble surprenant. Parce que si on va chercher 60 milliards sur la fraude fiscale, on n'a pas besoin de faire ça. Ou si on veut faire ça, c'est qu'on ne croit pas qu'on va aller chercher les 60 milliards sur la fraude fiscale. Si on le fait vraiment, en partie le problème est réglé. Moi je vous dis, tu voulais que je sois Premier ministre, c'est ça? Bah oui, moi seulement au budget là. Et je te dis comment, avec 2000 inspecteurs des impôts, on y arrive. Alors les gens disent, mais non, tu peux pas, l'argent est caché, ils vont s'en aller, ils fuient. Comment ils fuient? La planète, elle est ronde, hein. L'argent, il va pas avec des petites ailes sur Mars, hein. Vous avez vu, il y a 160 journalistes qui ont fait un truc qui s'appelle Offshore Leaks, pour ceux qui ont regardé de près. Et ils ont découvert les listes de tous les trafics de tous les paradis fiscaux. 160 journalistes. Attendez, est-ce que les appareils d'État, disons 4 ou 5 pays, ne pouvaient pas le faire à la place de ces 160 journalistes? Excusez-moi, l'autre jour, on était étonné que le Monde ait des informations, et j'entendais une personne officielle qui disait au Monde, journal, hein, donnez-nous les informations. Nous, l'État, on demande aux journalistes de nous informer sur les fraudes fiscales. On ne peut pas le faire nous-mêmes. On ne peut pas aller les chercher, l'argent. Bien sûr que si, on peut. On va dire, oui, mais on ne peut pas aller le prendre. Enfin, les îles Caïmans, c'est en Europe. Si vous êtes surpris, c'est entre dominium britannique. Excusez-moi, je sais comment faire. Et puis, quand ce qu'ils ont fait à Chypre, ils ont fermé les banques et ils sont allés prendre dans les comptes des déposants. Ils ne sont pas gênés. Là, par contre, dans un paradis fiscal, à Caïman, ils ne peuvent pas le faire, là. Extraordinaire, quand même. D'abord, ça prouve qu'il faut séparer la banque universelle entre les déposants et les banques d'affaires. Parce que là, du coup, ils sont allés prendre dans les petits déposants de l'argent qui était de l'argent spéculatif des banques d'affaires, parce que les 2 banques ne sont pas séparées. Nous avons fait une loi pour commencer à les séparer. Si je puis dire, je ne vais pas me traiter, bien que je sois un socialiste modéré, la loi qu'on a fait pour séparer les banques de déposants et les banques d'affaires, elle touche à peu près, le gars du Crédit Lyonnais, il a dit à peu près 1,2 ou 2,8% de notre activité. Moi je croyais que ça allait être total. Je suis pour la séparation totale des 2 banques. Totale. Que les déposants, les petits déposants, parce que c'est vous qui mettez votre salaire, ne puissent pas être menacés par une action comme ça. Mais je suis pour que dans l'autre banque d'affaires,
la puissance publique puisse aller mettre son nez et qu'on fasse des accords comme les Américains l'ont fait avec les Suisses. C'est-à-dire qu'un Français qui met de l'argent dans un autre truc, dans la banque, elle doit nous donner ce qu'il y a. C'est ça qu'il y a entre la Suisse et les États-Unis. Ça existe déjà. Elle doit nous dire ce qu'il y a et on ira le traquer fiscalement. Et il paiera comme les autres. Il n'y a pas de raison qu'on nous dise tous les matins c'est la crise, et puis que vous ayez des gens qui se gagnent 271 milliards en 500 familles l'année dernière, et qui en plus vont les mettre dans des paradis fiscaux, et qui en plus vont fermer nos entreprises sans que nous on puisse aider l'entreprise à être reprise, ni en liesse. Quand même, c'est des choix politiques tout ça. Et excusez-moi, c'est pas la finance qui nous menace, parce qu'on dirige tout dans ce pays. On dirige, nous les socialistes, 2 villes sur 3, 20 régions sur 22, le Sénat, l'Assemblée, la présidence. S'il y a bien un moment où on peut le faire, c'est maintenant. C'est ça qui est en jeu. Moi je soutiens François Hollande quand il dit notre ennemi c'est la finance, et quand il dit on va faire des réformes justes, parce que c'est le moment de les faire. Et le choc Cahuzac nous pousse à les faire. Je soutiens notre gouvernement pour qu'il aille dans ce sens. Et on a besoin de le soutenir, nous socialistes. Hein. Parce que tous les jours, tous les matins, toute la droite dit le contraire. On peut pas, ils vont s'en aller, les patrons s'en vont ailleurs. Les patrons s'en vont ailleurs. Enfin bon. Les cimetières sont pleins de patrons irremplaçables qui s'en vont ailleurs. Il y en a toujours eu. On les a toujours remplacés. Et ce qui est plus difficile à remplacer, c'est les salariés. Parce que c'est eux qui produisent les richesses de ce pays, qui n'en ont pas la part qu'ils méritent. Et qu'est-ce que c'est qu'un patron sans salarié? Rien. 0 plus 0, la tête à Toto. Et qu'est-ce qui nous vote pour qu'on soit élus? Les salariés. 60% des ouvriers, 63% des employés, 65% des cadres. C'est ceux qui travaillent, qui produisent les richesses dans ce pays, qui sont la force essentielle. C'est nous! C'est vous. Soyez pas écrasés par la cour de la finance, par les mensonges le petit matin dans les radios. Et soutenez votre gouvernement pour qu'il aille dans le sens de ce que je suis en train de dire. Soutenez le Parti Socialiste pour qu'effectivement il n'y ait plus jamais de Cahuzac. Soutenez. Ne vous laissez pas avoir par rien. Vous êtes militants, vous êtes responsables, vous êtes le sel de ce pays. J'ai dit que le Parti Socialiste est sain. Ce sont les militants qui font la force du Parti Socialiste. C'est eux qui votent dans les congrès, c'est eux qui votent les amendements sur l'Europe. C'est eux qui votent sur les questions de fond. C'est eux qui sont capables de dire à Mme Merkel ce qui ne va pas. Parce que c'est ça le fond du problème. Il faut aussi dire à Mme Merkel ce qui ne va pas. Je sais que j'ai la parole beaucoup plus libre que le président, évidemment, que le Premier ministre. Je suis pas encore assez maigri. Et eux, ils ne peuvent pas dire tout, mais nous, on peut le dire quand même. Que ça ne va pas, la politique de Mme Merkel. Elle dit que c'est le SMIC qui produit le chômage. C'est ça sa thèse centrale. Nous, notre thèse centrale, c'est qu'augmenter le SMIC, c'est l'arme de la lutte contre le chômage. Il faut augmenter les salaires. Ils sont trop bas, et nous n'aurons pas de satisfaction dans l'opinion tant qu'on ne l'aura pas fait, donc les gens n'auront pas du gras dans leur assiette. On a 10 millions de pauvres qui sont à moins de 900 €. On a 5 millions de chômeurs. On peut faire les meilleures écoles du monde, mais une bonne école au milieu d'un quartier où il y a 59% de chômage, c'est ce qu'on m'a raconté à Vaux-en-Velin, et ben vous n'avez rien fait. Parce que de toute façon, les mômes, leurs parents sont au chômage, rien ne fonctionne. Et même si on a repeint les murs, même si on a fait ce qu'il faut avec une maison des jeunes, ça ira mal, parce qu'il faudra qu'ils vivent avec des dealers ou qu'ils trouvent des solutions pour s'en sortir, parce qu'il y a trop de chômage. Donc c'est ça qu'il faut faire reculer en priorité. Et pour faire reculer ça, ça revient à mon problème. Il faut prendre l'argent là où il est, pour le mettre là où il est. Il ne faut pas le donner aux banques, il faut le prendre aux banques pour le mettre dans les entreprises. C'est l'inverse. Et c'est ça qu'il faut gagner comme force dans les mois qui viennent. Et à partir de l'affaire Cahuzac, c'est ce que j'ai essayé de dire. Parce que on a fait des réformes du Code du travail. Je ne vais pas en parler ce soir, je suis un inspecteur du travail pendant 30 ans. Et tout corps plongé dans les entreprises reçoit une poussée égale au police d'exploitation. Et je sais ce que c'est les salaires. Quand même, on a 50% des salaires en dessous de 1 600 €. 50%. 98% des salariés gagnent moins de 3 200 net. 3 200 € net. 98%, il y en a que 2%, vous savez, les gros salaires. Alors ça fait beaucoup, hein, par la population importante, et souvent c'est ceux qui dirigent. Eh oui. Et donc c'est ça qui cloche. Alors bon, il y a des gros salaires, ouais, qui lèvent le doigt. Moi je suis pour qu'il y ait une loi pour limiter les gros salaires. J'ai vu que François Hollande avait légèrement corrigé les propos de Pierre Moscovici, de son deux camarades. Mais Pierre Moscovici a dit qu'il ne faut pas de loi, on va faire de l'autorégulation. Alors moi je peux vous dire, inspecteur du travail, allez demander à un patron de s'autoréguler. Essayez. Bonne chance.
même quand on a fait l'autorégulation, il y a 6 mois, pour les spécialistes, les chirurgiens, on n'a pas mis de plancher dans leurs honoraires. Hein. Ils sont restés libres en disant qu'ils devaient s'autoréguler. On est 6 mois après. Les prix ont augmenté de 9%. Et ils ont grappillé 7 milliards à la sécurité sociale par la hausse. Vous voulez que je vous fasse des économies, moi? Je vous impose la régulation et je bloque les salaires de tous les spécialistes de ce point de vue, dans des conditions correctes et acceptables pour eux, mais par la loi, pas par l'autorégulation. Et on retrouve 7 milliards de plus dans les caisses de la sécurité sociale. C'est comme ça qu'on peut le faire. Et je vais vous dire en plus quelque chose qui est peu dit par les médias le matin aussi. Vous direz que j'ai une obsession pour 7h20 du matin. Mais j'en ai aussi pour l'anglais le soir. J'aime bien l'anglais. J'aime bien l'anglais. Un jour, à France 2, il a fait une addition. 130 milliards plus 98 milliards plus 240 plus 10, 470 milliards ont été donnés à la Grèce. Les gens, ils sont morts à la télé, beaucoup donnent tant de fric à ce pays. Mais les Grecs n'avaient rien reçu. Pas un centime. C'était de l'argent qui était donné aux banques, qui étaient créditrices de la Grèce. Elle va tranquillement, il vous dit ça à la télé, sans remords. Il y a aussi Yves Calvi, j'aime bien aussi. Bien aussi. Voilà. Alors, ce qu'ils ne vous disent pas, par exemple, c'est qu'en France, il y a 3 budgets. Pas un budget. 3 budgets. Le premier budget, c'est celui-là. Il va plus dire leur problème. Pas des charges sociales. Ça n'existe pas, les charges sociales. Ce sont des cotisations sociales. Le vrai terme. Il n'y a pas de charge, ni dans le code du travail, ni dans le code de la sécurité sociale. Ne dites pas le mot charge sociale. Corrigez tous ceux qui utilisent le mot charge sociale, parce que c'est un vocabulaire de libéral. Ça n'est pas un vocabulaire ni juridique, ni réel. Il s'agit de cotisation, c'est-à-dire qu'une part du salaire mise dans un pot commun et redistribuée à chacun selon ses besoins, quand on est en maladie, en charge de famille, en recherche de logement, en situation de chômage, en accident du travail ou en retraite. Ce n'est pas une charge, c'est des cotisations. Ce n'est pas une charge, c'est un bonheur. C'est ce qu'il y a de plus beau. Alors ils ont appelé ça charge, parce que évidemment, si tous les jours ils vous disaient qu'il faut diminuer votre bonheur, vous ne seriez pas content. Donc ils appellent ça autrement. Et pourtant, les gens ne savent pas regarder leur feuille de paye. En haut, il y a marqué salaire brut. Il n'y a pas marqué charge. Salaire brut. Donc ils vous disent qu'il faut diminuer votre salaire brut, mais ça, ils n'osent pas le dire comme ça. Ils disent qu'il faut diminuer les charges. Mais ça revient au même. Or, ces cotisations sociales, vous savez combien elles donnent de budget aux caisses de protection sociale, tout confondu. Hein. La retraite, la Sécu, 450 milliards par an de budget de toutes les caisses de protection sociale de notre pays, c'est 450 milliards. Vous savez combien ça génère de la dette? 10% de la dette. Il n'y a que 10% de dette sur cette partie-là. 190 milliards sur 1900 milliards de la dette de la France, 190 milliards viennent des caisses de protection sociale. Et encore, je pourrais les discuter, les 10%. Parce que s'il y avait moins d'exonération de cotisation, si l'ensemble des efforts de l'État pour reverser les taxes qui doivent l'être, etc., ce n'est pas sûr. Et encore, il y a 10% de dette sur notre protection sociale parce que les salaires sont bloqués depuis 20 ans et parce que les cotisations sociales, c'est la seule chose qui n'est pas augmentée depuis 20 ans. Et je trouve que c'est un miracle qu'il n'y ait que 10% de dette sur notre protection sociale. Je trouve que non seulement c'est un bonheur, mais que c'est un bonheur qui fonctionne. Il ne faut pas dire que nos caisses de protection sociale ont des dettes. 10% c'est rien. 90% de la dette française ne vient pas de là. Ah, évidemment, si on comprend ça, on ne s'attaque plus en priorité à l'hôpital et à la retraite. Hein, parce qu'il y a les autres budgets. L'autre budget, c'est celui des collectivités territoriales. Alors, on est à 78 milliards. Il n'y a que 11,5% de la dette qui soit générée par les collectivités territoriales. Alors à la fois parce qu'elles ne peuvent pas faire de déficit, elles, mais à la fois parce qu'elles s'endettent, donc il y a une part de la dette qui vient de là. Mais la dette qui vient de là, c'est Dexia. Et oui, c'est cette banque vampire criminelle qui fait des produits toxiques. Alors moi j'ai un de mes camarades vieil ami, plus ami qu'il est socialiste en plus, bien sûr, qui a gagné la mairie avec Pierre, pour ceux qui connaissent, à côté de Pau. Je crois que c'est 21 000 habitants, et c'est arraché à la droite aux dernières élections, et 2 ans après, il y avait un emprunt qui avait été pris par la droite, pouf, décolle comme ça.
et Jean-Yves Lalanne, c'est son nom, regarde, se met à lire l'emprunt, qui a été signé par son prédécesseur, la dette était indexée sur les variations de la bourse de Varsovie. On est dans les Pyrénées, Atlantiques, hein, près de Pau. Voilà. Mais enfin, écoutez, où est-ce qu'on est là? Les voleurs. Alors, il y a 100 endroits où on a engagé des procédures contre Dexia. Et je le sais parce que j'ai discuté, parce que Pierre Moscovici, le 24 décembre dernier, alors c'est pas sa faute, c'était dans les prévisions, c'était antérieur. Donc, mais il donne 2,585 milliards. Allez voir, c'est le journal officiel du 27 décembre. C'est le programme 707, action 01. Il donne 2,585 milliards à une entreprise en difficulté. C'est pas la tienne. C'est pas Vital. C'est pas Peugeot. C'est pas Renault. C'est pas Goodyear. C'est pas Frali. C'est pas Pilpar. C'est pas Bolex. C'est Dexia. Je ne comprends pas. Moi, Dexia, on dit c'est trop gros pour que ça ferme si ça fait faillite. Mais ils font faillite, on les rachète pour 1 euro symbolique. Tous les murs avec. Et les salariés. C'est déjà arrivé en Espagne. On ne dit pas que c'est impossible, que c'est utopique. Bien sûr, pour arrêter d'abreuver une entreprise qui continue d'ailleurs à spéculer contre l'ensemble de nos collectivités. Mais je vous le dis, nos collectivités, ça va sur combien de temps tu te décides quand j'arrête François. Bon, nos collectivités, elles génèrent que 11,5% de la dette. Alors je vous ai dit, 10% pour le budget de la protection sociale, 11,5%. 11,5% pour les collectivités territoriales, et il reste 78,5% qui est la dette de l'État. Donc vos têtes, s'il vous plaît, séparez les dettes, dont vous en entendez parler, la protection sociale et le reste de la dette. Les 78,5% de la dette de l'État, c'est ce que la grenouille a donné au scorpion. C'est ce que nous avons donné dans les banques, c'est ce que les banques nous ont pillé, et c'est ce qu'en échange, Sarkozy a donné aussi aux riches. 110 milliards par an pendant 5 ans, il leur a donné. Alors évidemment, les recettes baissent. Mais je vais vous dire quelque chose. Si on avait gardé le taux d'imposition de Lionel Jospin de 99 jusqu'en 2009, 10 ans, 99-2009, le même taux d'impôt que Jospin reste en place, c'est pas la droite, c'est nous, le même taux d'impôt reste en place. Pendant 10 ans, il n'y a pas de déficit en France. C'est parce que la droite baisse les recettes que le déficit arrive. C'est pas parce qu'on dépense trop, c'est parce qu'on ne fait plus rentrer assez d'argent dans les caisses en donnant des grèvements fiscaux comme ils les ont donnés aux riches et aux sociétés. 110 milliards par an, 550 milliards en 5 ans. Et c'est ça qui nous ronge, c'est ça la dette essentielle. Celle qu'a fait Sarkozy, celle qu'a fait la droite. Évidemment qu'il faut faire de l'impôt. N'ayez pas peur, socialiste, de défendre l'impôt. Jaurès défendait l'impôt. L'impôt, c'est républicain. L'impôt, c'est progressif. L'impôt, c'est pas fait pour... Alors, oui, mais attention, on va taxer les classes moyennes. Mais vous savez qu'il n'y a presque pas de classe moyenne. Ah, presque pas. Le salariat, c'est 93% des actifs. Et je vous ai dit, 98% de ces 93% gagnent moins de 3 200 euros. Alors bon, il reste encore les 2%, quelques centaines de milliers de gens qui vont avoir beaucoup d'argent et tout. Enfin, écoutez, il ne faut pas me faire hurler sur 5 000, 6 000, 7 000 euros. On peut, quand il y a crise, faire des concessions et évidemment que l'impôt soit progressif. Arrêtez. Il y a des gens qui sont à 900 euros, qui mangent des pâtes à partir du 10 du mois, qui calculent pour acheter de la viande 2 ou 3 fois par mois dans d'autres pays. Et vous avez des gens qui disent « Oh mince, on prend 60 euros sur mes 6 000 euros. » Ah oui, je suis pour leur prendre 60 euros sur leurs 6 000 euros. Vous savez que quand j'étais... je suis passé à la télé, je raconte. J'attendais pour maquiller cette fameuse émission. Et il y avait 2 patrons qui devaient passer avec moi du MEDEF. Et entre eux, ils s'échangent à côté. Pendant qu'ils sont en train de se faire maquiller, il y en a un qui dit à l'autre « Oh, t'as vu ce Cahuzac? Tout ça pour 600 000 euros. » J'ai commencé à discuter avec eux avant l'émission. C'est vrai, la caisse noire de l'Union des industries et métiers métallurgiques, découverte le 26 septembre 2007, hein, l'Union des industries métallurgiques, 600 millions d'euros c'était. Ils avaient piraté 600 millions d'euros le MEDEF.
Madame Parizeau, à l'époque, elle avait dit c'est de l'argent sale, je me sens sali. On est 7 ans après, c'est pas la même. Excusez-moi, mais il n'y a pas eu de jugement. Vous avez vu un jugement sur cette histoire de 2007, aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors ils ont dit, oui, c'est compliqué, on ne savait pas qui. Oui, d'accord, c'était pas compliqué, ils avaient fait double comptabilité dans une entreprise de métallurgie, l'argent était truqué, c'était des abus de biens sociaux, ça remontait à Denis Gauthier de Sauvignac, qui lui-même payait des salaires, il était le président de l'UNEDIC, chargé de faire rentrer les cotisations, il payait des salaires en liquide sans payer les cotisations. Elle gagnait contre les charges. Quand même un total. Et alors à l'époque, Mme Parizeau me aussi dit, j'avais dit, c'est ça, beaucoup savaient inconsciemment. Je vous invite à faire une thèse sur le savoir inconscient collectif. Voilà. Enfin, il existe cet argent, c'est ce que je suis en train de dire par tous les bouts, quoi. Faut arrêter. Et alors, je sais, on a parlé de la transparence des revenus, c'est plus moi je suis pour. Mais je vais vous dire une chose, bien que je sois pour, je me félicite. Voilà. C'est pas l'essentiel. Je suis pour la transparence de ces grandes entreprises, de ceux qui possèdent l'argent, de ceux qui possèdent les milliards, de ceux qui se spéculent dessus, de ceux dont je parle sans arrêt depuis le début de mon intervention, qui ont 190 milliards qu'on peut récupérer et qui font du bien à tout le monde, qui font du bien à vous. Voilà. Et que c'est ça qu'il faut pour gagner, garder, pour gagner la mairie de Châtellerault aussi, pour faire l'unité de la gauche aussi. Parce que si la gauche s'étire, c'est parce qu'on ne donne pas le bras dans l'assiette, parce qu'on ne donne pas le salaire, parce qu'on ne répond pas assez. Et quand je parlais de Pierre Mauroy tout à l'heure, je suis content du bilan. Tout le monde parle de Pierre Mauroy parce que les 2-3 premières années de la gauche, les nationalisations, les 39 heures, la 5e semaine, une hausse du SMIC de 13 ou 14%, une début de redistribution des richesses. Je voudrais que chaque fois que la gauche arrive, ce soit pareil. C'est ça que je voudrais. Voilà, oui, Jean-François, vous ne pas m'arrêter, mais il faut que je m'arrête. Allez, je vous remercie de votre attention et bonne chance.